Donc je prends mon téléphone et j'appelle l'hôpital En Tel Israël. Aviv, en Israël, Ichilov. Je demande à parler au professeur Nakash. Il m'écoute avec patience. À la première conversation, j'ai senti que j'étais important pour lui, que c'était comme quelque chose d'important d'écouter un médecin qui veut faire son alia. Donc je lui dis voilà, je fais des aides opératoires, j'ai envie de faire chirurgie. Il me dit ok, les chirurgiens on en a besoin. Tant que tu viens pas, il se passera rien. Et donc là, je comprends que si on veut avancer, il faut partir. Meir Weizmann, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir parce que vous fêtez un peu avec nous vos 6 ans d'Alia. L'occasion de faire un bilan pour vous qui avez beaucoup à gagner à rester en France, on va dire au point de vue matériel, puisque vous êtes médecin généraliste, spécialisé en médecine esthétique. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, vous avez passé le pas? Je me suis jamais retourné vraiment à faire le bilan de ces 6 ans d'Alia. Vous avez beaucoup changé, non, depuis, je crois? Ça m'a transformé complètement en fait. L'Alia, c'est devenu un projet lorsque j'ai rencontré mon épouse et avant de me marier déjà, j'avais cette envie de partir. C'est de se dire dans quelle direction on va avancer. On a envie d'avancer pour sa famille, pour ses enfants. J'ai toujours en tête ce mot Sof Maaseh V'Marshava Trila. C'est-à-dire que lorsque on veut construire quelque chose, d'abord ça commence par la marshava, par le projet. Et je lui ai dit, et puis mon épouse, très sioniste, elle avait aussi envie de partir, mais c'était pas le moment pour elle, puisqu'elle était déjà avocate, fiscaliste, ça fait 6 ans, intégrée dans un très beau cabinet, contente de son travail. Donc c'était pas envisageable pour elle. C'était pas envisageable pour elle, c'était pas facile. Et puis alors que moi j'étais encore interne, plein de beaux projets, plein de possibilités. Comment on décide un jour, parce que c'est vrai que vous étiez à une période charnière, où vous aviez beaucoup d'opportunités professionnelles. Ça commence quand je suis dans mon cabinet de médecin généraliste. Je me rends compte qu'il y a eu une affaire, c'est l'affaire de Toulouse. La petite Myriam Mossonego. Voilà. Ça m'a fait un électrochoc. La famille Sandler. Un électrochoc. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Donc, j'ai même pas eu de mots. Ça s'est passé dans mon corps, c'est passé quelque chose de physique. Et là, il y a des choses qui se sont passées et j'ai pris des décisions pas très rationnelles. Là, je décide à ce moment-là de mettre un remplaçant dans mon cabinet et de faire complètement autre chose. Je contacte en fait le docteur Sidney Ohana. Parce que vous aviez quand même une passion pour la chirurgie depuis Alors c'est vrai jeune. que je suis dans les blocs opératoires depuis le début de mes études. Quand ça fait 20 ans, j'étais aide opératoire dans différentes cliniques à Paris, chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, laparoscopique, puis aussi vers la fin la chirurgie plastique, on faisait toutes les interventions. C'était comme si, parce qu'il y avait eu quelque chose de terrible qui touchait à la vie, à l'essentiel, ça remettait en cause un peu votre façon de vivre. Alors c'est pas forcément pour Israël, mais vous avez senti qu'il fallait faire quelque chose d'essentiel. C'est pas ça. Ou c'était pour partir en Israël? Le projet d'Alia, il y était, le projet sioniste, le projet, c'est pas un problème, mais ça a été un déclencheur où je me suis dit, je me suis pas vu avancer dans ces conditions. Donc je contacte le docteur Sidney Ohana, je prends rendez-vous avec lui. Chirurgien plastique très connu sur la place de Paris. Il me reçoit, il me connaît pas, il me reçoit comme si j'étais un membre de sa famille. Et puis je lui explique mon parcours, je dis voilà, j'aimerais reprendre la chirurgie, je veux savoir comment faire, demander un conseil, parce qu'en France c'est très cadré. Si vous passez pas l'internat, vous pouvez pas reprendre ensuite une voie chirurgicale. Et alors là, il me dit, mais tu as quel âge? Alors je lui dis, voilà, j'ai 30 ans, tu es marié, tu as des enfants? Je fais oui. Il me dit, écoute, la chirurgie, c'est pas pour toi, c'est dommage d'avancer dans la chirurgie alors que tu peux très bien être médecin esthétique. Et à ce moment-là, il me donne des contacts. Je suis amené à rencontrer des médecins esthétiques qui injectent dans leur cabinet. Et on me présente ces médecins et je vois ce travail, je découvre la médecine esthétique. Et puis de fil en aiguille, j'avance, je passe un diplôme à la faculté de critères chez le professeur Meningo. J'ai fait mon petit chemin sur le plan de la médecine esthétique. Je continue à être aide opératoire dans les blocs opératoires aussi à Paris. Et puis vous rencontrez à un moment où vous commencez à travailler avec un médecin esthétique très connu, pour ne pas le citer, le docteur Dre. C'est le cabinet où toutes les stars internationales se rendent en général. Vous partez à Londres, vous revenez, enfin vous avez une vie un petit peu avec le tapis rouge, on peut dire, qui peut se dérouler. Aussi vous décidez de rester. Des propositions très très intéressantes, une perspective de carrière alléchante. Et pourtant, vous dites non, je m'en vais. J'ai entendu parler
le chirurgien qui est installé en Israël, le professeur Nakash, et je prends mon téléphone. Qui nous a quittés depuis. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, qui compte toujours beaucoup pour moi. Et donc je prends mon téléphone et j'appelle l'hôpital Tel Aviv en Israël, Ichilov. Je demande à parler au professeur Nakash. Et là, on me le passe. Il m'écoute avec patience. C'était un monsieur qui a une voix très posée, qui vous donne de l'importance. Déjà, à la première conversation, j'ai senti que j'étais important pour lui, que c'était comme quelque chose d'important d'écouter un médecin qui veut faire son alia. Donc je lui dis voilà, je fais des aides opératoires, j'ai envie de faire chirurgie. Il me dit ok, les chirurgiens on en a besoin, mais là il me dit un mot clé, il me dit écoute, tant que tu viens pas, il se passera rien. Et donc là je comprends que si on veut avancer, il faut faire le pas, il faut avancer. Donc à ce moment-là, au mois de juillet, je prends un billet d'avion, je passe 3 jours là-bas. Et alors, je me souviens très bien, il m'accueille dans son service de chirurgie donc générale. J'ai rendez-vous le matin au staff du matin. C'est l'un des plus grands services d'Israël sur le plan de la chirurgie générale et transplantation. Et là, je vois beaucoup des étudiants, des médecins, des spécialistes, et ça parle hébreu et je comprends rien. Je comprends rien du tout. Je comprends un mot sur 100. On comprend que la réalité ne va pas être simple. Et à la fin, il me dit ça va, ton hébreu, ça va, ça s'est bien passé, tu as compris quelque chose? Je lui dis c'est pas très bien, j'ai pas compris. Vous parliez pas l'hébreu en fait. Je parlais pas l'hébreu, j'avais juste l'hébreu qu'on apprend, ce qu'on sait lire, enfin les tfilotes. En plus de ça, je regarde un peu comment ça se passe les hôpitaux en Israël. Et je m'aperçois que les internes de médecine ou de chirurgie font aussi des prises de sang. Ça m'a marqué ça. Alors qu'en France, les médecins, les internes, c'est pas leur rôle. Les prises de sang, c'est les infirmières. Les dossiers en hébreu, je vois vraiment la réalité concrète. Je vois l'ordinateur écrire en hébreu les mots et tout ça. Je vois ça déjà. Je me dis, mais c'est très compliqué. Très bien, donc là je repars et je repars en France et puis j'ai toujours cette motivation. Malgré tout. Alors vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme je veux partir. Mon épouse, comment dire, elle le savait très bien, mais c'est comme un non-dit. Bon, on sait que tu veux partir, mais écoute, la réalité c'est que nous on est ici, on est installés, enfin voilà. Donc je reviens et c'est là je suis le Dr Dre en avance et le Dr Dre ça se passe très bien et mon envie s'est grandie, mais il y a une notion importante, c'est que on vous promet rien en Israël. Alors, je vis avec mes rêves, avec mes projets de l'intérieur. Et puis, j'avance. Donc là, je fais de la médecine esthétique chez le Dr Dre. Je suis très content, ça se passe très bien. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Et puis là, j'ai dit, voilà, tu peux avancer toute ta vie comme ça, être très heureux, très bien gagner ta vie, partir en vacances, avoir une super vie, qualité de vie. Mais je ne sais pas ce que je veux. Je veux autre chose pour ma famille, pour mes enfants. Du point de vue spirituel, en fait, pour moi, l'aboutissement de pouvoir faire la Torah en Israël, d'étudier la Torah en Israël, de vivre en Israël, c'est une autre dimension. C'est quelque chose d'autre et j'avais toujours eu cette aspiration, en fait. Donc vous décidez de partir malgré tout. En fait, je pars un mois en Israël parce que cette fois-ci, j'ai envie de trouver une place, j'ai envie de trouver un travail, j'ai envie de faire une place dans l'hôpital. Comment elle l'a pris? Ça s'est bien passé. D'ailleurs, j'ai eu cette chutzpah de partir, de lui dire partir comme ça avec des enfants, mes 2 enfants. Mais j'ai eu cette folie-là de partir en fait. Malgré son opposition. Voilà. Donc j'arrive en Israël, j'ai réservé. Donc ça avait été un peu le couple en péril pour le coup. Complètement, c'est-à-dire que j'arrive en Israël, j'ai réservé un hôtel juste à côté de l'hôpital Ichilov et puis j'ai fait une rotation dans le service de chirurgie plastique à l'hôpital Ichilov chez le professeur Ego, très sympathique, il m'a accueilli avec grand plaisir. Donc vous avez appris. J'ai appris sur le tas, donc on apprend un mot tous les jours, on essaie de comprendre, on essaie de devenir les gens, mais la terre d'Israël, c'est une terre qui accueille des juifs, des personnes de tous les horizons. Donc vous êtes senti bien pendant cette période? Je me suis senti bien, mais d'un autre côté, je me suis senti seul. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez le professeur Nakash, c'est sa noblesse. Et c'est quelqu'un il va vous parler, mais il va pas vous parler plus qu'il ne doit vous parler. Et il m'a beaucoup aidé. Donc finalement, je repars après ce mois. Ben surtout, en fait, il s'est passé quelque chose. Ben oui, c'est passé un événement. Il s'est passé quelque chose de très important. Il s'est passé un événement pendant ce mois. Je m'occupe d'un patient français qui était hospitalisé après une chirurgie cardiaque, une infection du sternum, et puis
Et il me dit regarde ce qui se passe en France, il y a un attentat. Regarde, tu connais? Je dis attentat, je vois Hyper Cacher, Saint-Mandé. Mais c'est là où on habitait en fait. On habitait à côté et c'était le vendredi matin. C'est là-bas que vous faisiez vos courses? C'est là-bas on fait les courses au Shabbat. La première chose que je fais, je prends mon téléphone, j'appelle mon épouse, je dis qu'est-ce que tu fais? T'es où? Et elle me dit voilà, je sais pas ce qui se passe. Je vois tout est fermé, tout est bloqué, il y a des policiers partout. Et en fait, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Alors que moi, je voyais j'ai vu d'Israël déjà. J'ai vu la télévision, je savais ce qui se passait. En même temps, je lui explique, moi, c'est quand même. Je lui dis voilà, il y a un attentat, on bouge pas à la maison. Mes enfants, tout était bloqué, c'était à l'école, fallait les chercher. C'est toute une histoire. Et là, elle me dit, tu sais, il y a quelques heures ou une heure, j'étais moi-même dans ce magasin d'Hyper Cacher. Elle a parlé aussi à un de nos frères qui est parti. Et ça l'a beaucoup choqué. Vous savez, on n'a pas toutes les réponses. Ça l'a choqué et ça a été un déclencheur pour elle? Je veux dire, c'est fin parce qu'on ne va pas te dire du jour au lendemain, oui, ça y est, j'ai décidé, je pars. Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que ensuite je suis rentré et puis on a dû aussi digérer en fait toute cette histoire. Et puis on était, je pense que toute la communauté juive en France, elle était choquée. Et puis là, finalement, de son côté rationnel, maman, avocate, responsable, et elle a complètement lâché. Complètement lâché ce côté rationnel et finalement, pour la première fois, j'ai entendu cette opportunité, on va partir. Là, c'était un grand soulagement, j'imagine, pour vous, quoi. Enfin, c'est pas un soulagement, mais c'est plus tout ce que j'ai fait avant, ça prenait du sens en fait. C'est-à-dire que vous n'étiez pas fou, quoi. Finalement, j'étais pas fou, mais au final, on se rejoint dans le fait que au mois d'août, on a fait notre alia. C'est-à-dire qu'on est parti à la Maison Juive, on a fait notre alia, et ça, c'est ça en fait, il y a un peu une magie dans l'histoire. Vous savez ce que disait le premier président de l'État d'Israël, Weizmann? Il disait, pour vivre en Israël, il n'est pas nécessaire d'être fou, mais ça aide beaucoup. Finalement, vous avez débarqué en Israël avec femme et enfants. Vous ne vous êtes pas ménagé, vous avez appris l'hébreu parfaitement. Vous avez continué à essayer de rester dans la chirurgie, puis finalement, vous avez compris qu'il fallait choisir. Au bout d'un moment, en Israël, il faut avancer, il faut faire vivre sa famille. Donc on fait ce qu'on sait faire finalement. Moi, j'étais opératoire en France, donc c'est des choses qu'on peut faire sans pour autant devoir parler. Donc oui. Là encore une fois, le professeur Nakash m'appelle. Il a Shamaï, mais voilà, pour moi c'était vraiment un guide. Il me dit, écoute, voilà, je travaille au Medical Center Herzliya, c'est une clinique privée. Il me dit, il charge des aides opératoires, si tu veux, tu peux les appeler. Je dis, ok, je les appelle. Et là, je travaille 1 an au Medical Center à Herzliya, et où finalement ça se passe très très bien. J'apprends un peu aussi la mentalité des Israéliens, comment ça se passe. Ce qui est incroyable aussi dans le milieu de la chirurgie, c'est qu'on n'opère pas en Israël privé. C'est-à-dire qu'on on peut commencer une opération à 22 heures privée, alors que dans beaucoup de pays, lorsqu'il n'y a pas d'urgence, on commence le matin, on travaille, on rentre le soir, et voilà. Alors que là, en général, les chirurgiens opèrent le matin dans l'hôpital, ils ont leur travail, et puis ensuite ils vont opérer en privé, qui a des horaires incroyables. Et là, j'ai cette idée qui me revient encore de refaire la chirurgie et de reprendre des études alors. C'est ce que vous avez fait? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, comment ça s'est passé? Concrètement, c'est très simple. Moi, j'ai pas peur de pousser des portes, j'ai pas peur d'écrire des mails. Donc, j'ai écrit des mails à tout le monde. Là, le professeur Bengal, le chef de service de chirurgie cardiaque d'Hôpital Ichilov, il me répond, oui, d'accord, viens, donc je vais le rencontrer. Il me dit, tu fais 1 mois dans mon service et on voit comment ça se passe. Sans études? Sans études, là vous venez volontaire pour voir. Et ça, c'est un message aussi que je veux faire passer aux médecins qui sont en France, qui ont envie de faire ce pas. Il faut vraiment être volontaire. Il faut montrer qui on est. Il faut montrer qui vous êtes, il faut montrer que vous savez, il faut montrer que vous êtes sympathique aussi, parce qu'il faut montrer que vous avez envie de vous intégrer en fait. Et ça, c'est important.
Et on m'a donné ma chance, c'est-à-dire qu'on vous donne la chance de venir, on vous donne la chance de vous intégrer. Là, finalement, après un mois, le chef de service, il me garde. On veut que tu restes, on te forme en tant qu'interne. Et là, j'ai passé 3 ans en chirurgie cardiaque à Ichilov en tant qu'interne. Et les études, alors c'était Alors en c'est parallèle? ça, en fait les études, c'est-à-dire qu'en fait les études elles se font à l'hôpital. Ok. On travaille et puis ensuite on passe des examens, mais c'est plus le C'est plus de concret. la pratique. Donc là finalement je gagne ma vie. 3 ans, c'est long. 3 ans c'est long et j'apprends beaucoup. J'apprends l'hébreu, je progresse. Surtout j'apprends à opérer quoi, c'est sympathique. C'est un nouveau monde, quoi. C'est une Alors, nouvelle ça- vie, mais apparemment, vous n'avez pas continué. Non. Quoi? Alors en fait voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a cet aspect concret des choses, c'est que Qui vous rattrape. qui me rattrape, c'est le fait que pour aller au bout, il faut beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'il fallait encore 3-4 ans de terminer l'internat. Et je me suis dit, regarde, tu peux t'accrocher, tu peux devenir chirurgien, c'est pas un problème, mais à quel prix? Le prix familial. Le prix familial. L'ALIA, ça a un coût. Ça coûte quand même dans une famille, on avance, on fait, mais ça coûte. Et là, je me suis dit, faut te calmer un peu. Et j'ai décidé de changer de direction. Et de revenir à la médecine esthétique. De revenir encore à la médecine esthétique, quelque chose que je sais faire, quelque chose que j'ai appris. Pour que quelque chose vous soyez plus présent avec vos enfants. Voilà, quelque chose que finalement, vous savez, lorsqu'on apprend à conduire, ça revient. Étant donné que je redeviens focus dans la médecine esthétique, les portes s'ouvrent. Donc là, je travaille dans une entreprise, une société de médecine esthétique présente en Israël depuis une trentaine d'années, Proportia, donc je deviens de leur médecin esthétique. Alors aujourd'hui, ça fait 6 mois que vous êtes installé, vous êtes donc devenu entrepreneur. Vous dites que vous êtes transformé, vous avez beaucoup changé, beaucoup évolué. En fait, transformé du point de vue de la mentalité, en fait, puisque la chirurgie cardiaque, ça m'a laissé une empreinte du fait de la responsabilité. Et d'ailleurs, mon professeur, le chef de service, me dit toujours que Dieu se trouve toujours dans les petits détails. Et que finalement, j'ai une vision aujourd'hui des choses très précises. Quand vous entendez des gens des jeunes qui ont 35 ans, qui se disent, ou 40 ans, qui se disent comment on va apprendre l'hébreu, comment on va faire, vous avez changé plusieurs fois, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire d'être volontaire et de s'intégrer complètement dans la société israélienne, dans tous les domaines professionnels. Le professionnel, ça aide. Finalement, vous entendez l'hébreu, vous entendez les expressions. Chaque mot est important et je dis toujours, un mot par jour, c'est important, un mot par jour. Finalement, c'est pas grand-chose, mais au bout d'un an, on apprend à communiquer, on apprend aussi à avoir confiance en soi. Votre femme aussi a suivi le même parcours que vous? Alors ma femme, au début, c'est vrai que pour elle, c'était pas facile. Pendant les premières années, c'était comme une montagne de reprendre des études d'avocate et d'avancer. Et puis à un certain moment, elle a eu envie de passer le pas et elle a repris des études. C'était plus difficile que moi, elle a dû repasser des examens, des équivalences, réapprendre l'hébreu. Elle a vraiment réussi à passer toutes les étapes avec brio. Et puis aujourd'hui, elle termine sa formation, elle devrait réussir dans quelques mois, Bezrat Hashem, à être avocate. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de savoir qu'elle a réussi, qu'elle a dépassé les choses. Ça aurait pu être compliqué pour elle. J'ai ressenti que c'était pesant. Moi, j'avançais et puis c'était plus compliqué. Et le courage qu'elle a eu d'avancer, finalement de faire un pas après l'autre. Son courage et sa détermination, aujourd'hui, l'a conduit à être avocate en Israël. C'est quoi le secret pour y arriver à tout ça? C'est d'écouter ce qu'il y a au fond de soi-même, de ne pas se laisser enfermer dans des croyances et ne pas avoir peur de sauter au-dessus des barrières. Un juif, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la nature, au-dessus du mazal. Il n'y a pas de limite pour Akadosh Baruch Hu. L'important, c'est d'avoir la émouna. Lorsqu'on fait un projet d'Aliyah, c'est d'ailleurs pour moi le moteur le plus important. C'est aussi l'Aliyah spirituelle. C'est qu'on vient en Israël aussi pour s'épanouir sur le plan spirituel. Ça veut dire prendre du temps pour soi, pour la Torah, pour étudier, pour sa famille. Les projets professionnels, c'est bien beau, mais on est très loin d'une Aliyah réussie. C'est d'abord une famille intégrée et sur le plan spirituel, une construction qui est faite et on a encore du chemin, mais l'important c'est d'avoir un cap. Vous êtes sur le bon cap? Sur le bon cap parce que j'ai compris que passer du temps avec son fils, de faire des mishnayot, d'apprendre
de discuter la Torah à la maison, d'aller au Beth Midrash. La vraie joie dans ce monde, c'est une joie qui vient de l'intérieur et au travers la Torah. Et lorsqu'on s'approche de ça, on se rend compte que finalement on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux en Israël. On se rend compte que le matériel, c'est vraiment un moyen pour pouvoir réaliser ce projet. C'est sans regret? Mais même pas, j'ai aucun regret. Aucun regret, c'est-à-dire qu'à ce point-là, je me vois pas retourner dans une vie que j'ai connue avant. La construction, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Avant, j'étais quelqu'un d'autre en fait, qui n'était pas moi-même. La terre d'Israël, elle a un pouvoir, c'est le pouvoir de révéler qui on est. Quand vous venez en Israël, vous faites des choix, et parfois c'est pas des choix qui vous plaisent, mais au final, ça vous montre qui vous êtes. Et vous prenez une autre direction, et c'est une direction qui vraiment vous parle et qui vous met sur le chemin du bonheur. En fait.